Bonsoir tout le monde. Un très très grand merci d'être venu. Je me suis dit, moi je reste en short dans mon jardin. Et voilà, ça fait plaisir parce que je crois que c'est un sujet important. Je pense qu'il va être traité avec grand intérêt, vous allez voir. On a deux personnes qui connaissent, qui savent de quoi ils parlent. Et je crois que ça peut être riche. Alors, première bonne nouvelle, on ne terminera pas tard. Vous pouvez compter sur moi. Au plus tard, 10h00. Donc, si c'est des frustrés, ils pourront continuer à discuter après en buvant un verre. Deuxième bonne nouvelle, il fait chaud. Troisième bonne nouvelle, on va commencer tout de suite. Alors, je voulais remercier les deux orateurs, prendre mon petit copion, qui à mon avis est plein de métaux. Oui. Pas terrible, on est bien d'accord. Voilà, alors par ordre d'entrée en scène, je vous présente Géraldine, on peut l'applaudir bien fort. C'est bien chaud la salle. Et Olivier. Alors j'avais noté, parce qu'on est quand même un peu préparé, on a fait un Zoom qui était aussi consommateur d'énergie. Bon, je vais arrêter. Moi, Géraldine, tu es romaniste. Je trouve que c'est un très beau métier, ils écrivent des livres en général, c'est ce que je veux dire. Tu as travaillé chez Justice et Paix, sur les ressources naturelles, ben ça tombe bien. Et tu es depuis relativement récemment formatrice et conférencière chez Etopia, c'est juste? Depuis quelques mois? Ça se passe bien? Ouais, super. Etopia, tout le monde connaît, hein, c'est l'organisateur officiel de cette soirée. On peut dire que c'est le mouvement d'éducation permanente d'écolo, on peut dire ça? Ou proche d'écolo? Oui, c'est ça. Ou dans les mêmes locaux qu'écolo? Oui, c'est ça. Ça va, okay. Ouais, tout le monde a compris ce qu'est Etopia. Hein. Okay. Alors, Olivier, toi tu as travaillé à Greenpeace pendant 3 ans. Et tu m'as dit que tu as quitté Greenpeace parce que tu n'étais pas à ta place dans cette ONG qui n'était passée en rupture. Donc c'est une raison pour laquelle, mais tu en parleras, tu as créé les domineurs avec d'autres personnes qui sont cachées peut-être dans la salle. On ne doit pas se méfier, c'est pas dangereux. Non, ça va, ils ne sont pas trop radicaux, il n'y a pas d'adhésion, ça va. Et tu as donc l'envie d'être plus local dans le débat de ce soir. D'abord, vous serez libres tous les deux. Hein. Donc ce qu'on a demandé, ce qu'on s'est mis d'accord, c'est que Géraldine allait un peu faire l'état des lieux général, l'état des lieux de la planète, hein, qui, comme vous le savez, n'est pas brillant, et que Olivier serait peut-être un peu plus local, mais avec une liberté pour les deux de digresser. Géraldine, tu peux être local, et Olivier, tu peux être local, évidemment. Géraldine pense parler 20-25 minutes, elle a préparé un PowerPoint, et Olivier 10-15 minutes, et puis après, vous aurez donc largement le temps de poser des questions, et on ne terminera pas trop tard, je l'ai déjà dit. Voilà, Géraldine, go. Merci. Bonsoir à toutes et à tous. Merci d'être venus aussi nombreux ce soir. J'ai préparé quelques slides pour aborder le sujet et tenter de vous donner quelques éléments de réponse ou de réflexion à la question qui est posée ce soir et qui n'apparaît pas ici parce que je n'ai pas lancé le PowerPoint. Voilà. Alors, rouvrir des mines chez nous, les métaux au cœur de nos technologies. Donc on va voir pourquoi cette question-là, elle est d'actualité pour le moment, même de plus en plus d'actualité, et qu'elle va se poser vraiment de façon de plus en plus concrète aussi demain. Je voulais d'abord commencer par un petit point de contexte, et je ne vous apprends rien sur le fait que notre planète, de fait, est dans un état assez détérioré, à cause des activités humaines qui se sont intensifiées lors du siècle qui a précédé, en tout cas à partir de la première révolution industrielle, et puis après avec la seconde révolution industrielle, et avec cette intensification des activités extractives, en tout cas basées sur l'exploitation de ressources fossiles, d'abord le charbon, puis le pétrole, qui font dire à certains, et je les rejoins, qu'on est entré dans l'ère de l'Anthropocène. Alors c'est quoi l'Anthropocène? Ce serait une nouvelle ère
géologique, donc on parle vraiment en termes de temps géologique, on serait en train de quitter l'Holocène, qui a débuté il y a 12 000 ans, et qui est une période relativement stable, qui s'est installée après une déglaciation, donc on était dans des conditions sur Terre qui étaient bien différentes d'aujourd'hui, et aujourd'hui, c'est la première fois finalement dans l'histoire de l'humanité que la responsabilité de ce changement d'air géologique est imputable aux activités humaines, industrielles, qui sont telles, qui ont une telle intensité, qui polluent tellement, quelque part, qu'elles ont déstructuré les équilibres terrestres, et cela durablement. Il y a différents indicateurs qui nous alertent sur justement l'état de la situation. Un indicateur parmi d'autres que vous ne voyez pas très précisément, mais c'est pas grave parce que je ne vais pas rentrer forcément fort dans le détail, c'est celui des limites planétaires, auxquelles on fait beaucoup appel ces derniers temps, qui permet, je trouve, de se décentrer un peu des seules émissions de gaz à effet de serre et principalement de CO2 pour voir cette détérioration de la planète de façon plus systémique à travers aussi tous les cycles qui permettent en fait de maintenir les équilibres terrestres, je veux dire par là l'état de la biodiversité, l'état des sols, l'état de l'eau, toutes les particules chimiques qu'on rejette dans l'atmosphère. Ça fait partie de ces limites planétaires. Et en 2022, on avait, sur les 9 limites planétaires qui ont été établies par ces chercheurs, on en avait dépassé déjà 6. Donc c'est dire à quel point on n'est pas sur la bonne pente, mais ce n'est pas un scoop, que la trajectoire est très mauvaise, et qu'en termes justement de réchauffement climatique ou de dérèglement climatique, on serait déjà au niveau température moyenne mondiale à plus 1,1 degré, alors avec des variations selon les zones, qu'on soit au pôle ou ailleurs, donc ça va être plus ou moins marqué, mais ici c'est une température moyenne, alors qu'on le sait, dans l'accord de Paris qui a été conclu en 2015, on avait l'intention d'être en dessous des plus 1,5 degrés, qui signifiait déjà des bouleversements importants dans notre vie quotidienne. Alors chez nous, moins qu'ailleurs, même si on a connu aussi les premiers effets du dérèglement climatique dans la région ici de Verviers, à travers les inondations qui sont amenées sans doute à se reproduire dans les décennies qui viennent. Mais j'ai mis aussi une photo de ce qui se passe dans des feux de forêt pour l'instant qui se déroulent au Canada, qui ne font pas forcément la une de l'actualité, j'ai l'impression, et qui pourtant sont des feux d'une grande importance, qui ont des effets même jusqu'à la ville de New York en termes de propagation de fumée qui nuisent à la qualité de l'air pour les habitants. Donc ces phénomènes-là, ils sont de plus en plus fréquents, donc les inondations, les sécheresses. On connaît la situation en France autour de l'eau, on est un petit peu mieux lotis, mais la situation donc, est multiple, on doit l'analyser à travers de multiples angles, et elle n'est pas positive, il ne faut pas le nier, il ne faut pas enjoliver la situation. Quelle est la réponse politique à tout ça? On sait que la situation dans laquelle on se trouve, les émissions massives de gaz à effet de serre sont dues à l'exploitation principalement des combustibles fossiles qui ont fondé la société en fait, dans laquelle on se trouve pour le moment, qui a été une véritable accélération durant tout le XXe siècle, basée sur un modèle économique capitaliste qui est celui qui est toujours en vigueur aujourd'hui. Donc combustibles fossiles qui sont finalement partout autour de nous et qui nous ont permis d'accéder à un niveau de confort assez inédit, à développer la mobilité, les machines, l'industrie de façon massive, d'abord chez nous et puis de plus en plus délocalisée dans d'autres parties du monde. Mais on ne vivrait pas comme aujourd'hui si on n'avait pas consommé, et si on ne consommait pas encore aujourd'hui, avec toujours une trajectoire qui est de l'ordre de l'accélération, massivement des combustibles fossiles. Donc tout le monde est conscient, je veux dire même du côté politique, la Commission européenne, etc., que la situation n'est pas bonne, qu'en tant qu'Européens, je crois qu'on vit comme si on utilisait comme si on consommait 3 planètes. Aux États-Unis, c'est encore un peu pire. Donc cette prise de conscience, elle est bien là du côté de la Commission européenne, qui en 2019 a marqué un grand coup quand même, qui du côté des associations de la société civile, par exemple, n'était même pas forcément espéré, a été quand même plutôt bien reçu, avec le pacte vert de l'UE, le fameux Green Deal, qui a rehaussé les ambitions en matière de réduction des émissions de gaz à effet de serre
à moins 55% d'ici 2030 et qui vise la neutralité climatique d'ici 2050. Quand on dit neutralité climatique, c'est pas tout à fait la même chose, je pense que c'est quand même important de le dire, que zéro net émission, d'accord? Parce que neutralité climatique laisse sous-entendre que peut-être on pourrait compenser quand même les émissions qui nous resteraient en allant planter des arbres, je ne sais pas où, ce qui généralement se fait pas très bien, d'aller recréer des écosystèmes entiers ailleurs, ce qu'on appelle compensation, etc. C'est pas souvent très très bien fait. Donc le pacte vert, quand même, un moment phare, hein, avec la chef de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, qui est suivie, et puis ça, dans un nombre d'années, quand même, sur toute cette législature, de toute une foule de textes importants qui essayent de corriger, quelque part, la trajectoire de la Commission européenne, de l'Union européenne, pour la rendre compatible avec des conditions d'existence humaine sur cette terre. Donc on peut parler du plan d'action pour une économie circulaire, on en entend beaucoup parler, hein, de l'économie circulaire. On arriverait peut-être à consommer des ressources et à les utiliser le plus longtemps possible dans un cercle fermé, que même les déchets seraient de nouvelles ressources, etc. Donc la Commission européenne a produit un texte. Dans tous les États membres aussi, il y a des textes, et notamment en Belgique, sur l'économie circulaire, au niveau régional, une stratégie fédérale, etc. Donc les textes et les mesures sont là, elles ne sont pas encore toutes d'application, et ça prend du temps, mais les textes, ils sont là. On a le Fit for 55 en 2021, qui est un peu la concrétisation du Green Deal et qui va tenter de préciser d'un point de vue énergétique comment on fait, en fait, pour s'éloigner du fossile et maximiser le renouvelable. On a Repower EU, qui est vraiment un texte qui est venu en réaction après l'invasion de l'Ukraine par la Russie, conscient de la panique un peu que ça a suscité et de la nécessité d'avoir une plus grande indépendance vis-à-vis de pays auxquels on importe massivement du gaz et du pétrole, tels que la Russie. Donc ça a été un peu un texte pour voir comment on pouvait faire pour s'affranchir de la Russie, avec des mesures pour la première fois un peu de sobriété énergétique, ça en parle dans ce texte-là, mais aussi l'accélération du développement des énergies renouvelables. J'avance un peu. Net Zero Industry Act, c'est vraiment, vous savez, et c'est lié directement aux mines, on parle de réindustrialisation européenne. On sait qu'il y a énormément d'entreprises et d'industries qui ont été délocalisées vers la Chine et les pays asiatiques. Il y a tout un mouvement, une vague contraire, si on veut, aujourd'hui, toujours dans cette idée de souveraineté et de résilience européenne, pour essayer de rapatrier certaines industries, ou en tout cas d'en lancer de nouvelles industries dans l'optique des technologies bas carbone. Par là, j'entends tout ce qui est autour de l'éolien, des panneaux photovoltaïques, des électrolyseurs, des batteries. On sait que l'Union européenne a dans l'ambition de développer environ 30 giga-usines de batteries sur le sol européen. Il y en a déjà quelques-unes, hein, notamment en Hongrie ou dans les pays nordiques. Batteries pour les véhicules électriques, mais aussi pour le stockage de l'énergie, parce que les énergies renouvelables ont besoin d'être stockées et avec des batteries. Donc ça, c'est quelque chose qui est en train de se développer fortement. Et puis alors, on va en reparler un petit peu plus tard, mais il y a aussi tout récemment une proposition de loi qui n'a pas encore fait tout son chemin législatif, qui s'appelle le Critical Raw Material Act, donc la loi sur les matières premières critiques, et on y reviendra parce que c'est ça qui concerne essentiellement les métaux, en fait les métaux qui deviennent vraiment les ressources stratégiques de demain, parce que là où on dépendait des énergies fossiles, on passe tout doucement à un système qui est basé, qui vise à électrifier énormément nos modes de production, on va dire, mais plus largement aussi notre mobilité, etc. Et donc ça fait appel, ces énergies renouvelables, ces batteries, ces véhicules électriques, à un nombre croissant de métaux, et je vais y revenir. Alors dans les grands objectifs qu'on voit, parce que au niveau de l'Union européenne, en tout cas c'est l'ambition, ce serait d'arriver, et l'objectif a sans cesse été rehaussé ces dernières années, à 45% de l'énergie européenne qui serait de sources renouvelables. C'est un pourcentage important, parce que je pense qu'aujourd'hui, j'ai peur un peu de me tromper, en Belgique on est à 12, en tout cas 12% de l'énergie qui est de sources renouvelables. L'ambition
qui est vraiment minime, c'est d'arriver à 17 en 2030, 17%, donc c'est pas grand-chose. Mais la Commission européenne presse pour arriver de l'ordre de 24% pour la Belgique, en tout cas. Il y a plus en Wallonie qu'en Flandre, mais c'est lié à des questions de territoire aussi. En 2035, vous l'avez sans doute entendu, il y a une décision qui n'est pas encore parfaitement aboutie, parce que l'Allemagne est venue un peu, il y a une grosse l'Allemagne qui a une grosse industrie automobile, s'est manifestée en freinant un peu par rapport à cet objectif de la Commission européenne d'arriver en 2035 à ne vendre plus que des véhicules électriques et donc plus de véhicules essence, diesel, thermique. Donc d'ici 2035, ça pose une série de questions, mais ce virage industriel, en tout cas du thermique à l'électrique, dans le secteur automobile, il est vraiment en train d'avoir lieu, et c'est assez intéressant de se pencher un peu là-dessus aussi. Et en 2030, donc ça c'est toutes les mesures du Fit for 55, tous les nouveaux bâtiments seront zéro émission, etc., etc. Je vous ai mis juste un petit échantillon. Je l'ai déjà un peu dit, donc, mais le changement qu'on doit faire, c'est vraiment donc, ce changement de mix énergétique. D'un mix énergétique, c'est-à-dire d'où provient quelque part l'énergie primaire que l'on utilise, que ce soit dans le secteur industriel, résidentiel, du chauffage, de la mobilité, etc. On vient donc d'un système, encore aujourd'hui, au niveau de l'Union européenne, qui est à 70% qui provient d'énergie fossile, le gaz, le pétrole et le charbon. On a tendance parfois à oublier ici en Europe, mais qui est pourtant une source d'énergie primaire encore extrêmement prépondérante dans le monde entier, qui n'a jamais disparu, et notamment en Europe, en Pologne, en Grèce, en Allemagne par exemple. Et donc qu'est-ce qu'on vise? On vise à quitter ça. Je pense qu'il restera quand même un petit peu de fossiles, en tout cas dans une des projections de la Commission européenne. En tout cas, on va électrifier donc 75% de notre système énergétique, et comme je le disais, cela fait appel à de nouveaux matériaux. Donc électrifier avec principalement des éoliennes, des panneaux solaires, et aussi de l'hydrogène et toutes des technologies appelées à se développer, qui ne sont pas encore tout à fait mûres pour une série. Et là, il y a un enjeu important aussi. Donc, cette question des métaux, elle devient vraiment prépondérante, elle devient centrale aujourd'hui. Et il y a des tas d'organismes internationaux qui se penchent sur la question et qui ont sorti des rapports, que ce soit l'OCDE, la Banque mondiale, ou ici, l'Agence internationale de l'énergie, évidemment. J'ai repris ce petit graphique qui nous dit donc quand même que d'ici, donc par rapport à 2020, dans un scénario, on va dire, développement durable, la demande en minerais, en métaux, va être multipliée par 6. C'est pas rien, 6. Multiplié par 6, c'est déjà assez important. Et c'est intéressant de disséquer le dernier petit bâtonnet du graphique de gauche, parce qu'on voit quand même que cette demande, elle se subdivise pour partie, le petit morceau orange, pour tout ce qui est réseau d'électricité, parce qu'il va falloir faire circuler cette électricité, c'est un enjeu important. Et pour la partie en orange clair, ça va aux véhicules électriques et aux batteries de stockage. Et je trouve que c'est un point important à noter que y a l'industrie automobile et les véhicules électriques prennent une place extrêmement importante justement dans ces technologies, un peu dans ces projets de décarbonation, etc. Quand on voit en comparaison avec finalement les éoliennes et le solaire qui représentent le bas du bâtonnet et qui sont finalement pas tellement importants, alors que finalement, en termes de priorité, de mon point de vue en tout cas, c'est plus important d'arriver à se chauffer ou avoir de l'électricité dans sa maison que finalement que tout le monde parvienne à rouler en véhicule électrique, ce qui est de toute façon un fantasme, un leurre qui est pas réaliste. Donc je trouve que c'est important de mettre en perspective cette importance qu'a la voiture électrique dans les projets politiques de demain. Il y a plus d'investissement aujourd'hui dans les batteries, en fait, que dans les énergies renouvelables elles-mêmes. C'est intéressant. À droite, c'est un graphique qui dissocie les différents minerais, et donc on voit que d'ici 2040, par rapport au taux de consommation de 2020, on aura besoin de 42 fois plus de lithium. En fait, le lithium, c'est l'élément central d'une batterie aujourd'hui, de 25 fois plus de graphite, qu'on retrouve aussi dans les batteries, de 21 fois plus de cobalt, de 19 fois plus de nickel, de 7 fois plus de terres rares. Donc c'est des ordres de grandeur extrêmement impressionnants, qui ont des impacts bien réels sur le terrain auquel on va venir tout de suite. Et alors dans tout ce qu'on voit comme plan de transition écologique, déjà on pourrait se poser la question, tiens,
c'est quoi en fait la transition écologique? Est-ce qu'on est vraiment engagé aujourd'hui en Belgique dans la transition écologique? Je trouve que je ne suis pas sûre qu'il y ait une vision vraiment commune de tout ça. J'ai l'impression qu'il y a des consensus quand même autour du développement des énergies renouvelables, de la sortie des fossiles, etc. Mais sur la recette, on va dire, et les différents ingrédients de cette recette, je ne suis pas sûre qu'on sache exactement où on va quand même. Parce que cette transition, donc, elle est non seulement écologique, mais dans le chef de la Commission européenne et de la Belgique, du gouvernement belge, elle est aussi numérique. Et je trouve que c'est intéressant parce que les deux sont toujours associés, alors que selon moi, on n'est pas sur le même plan. Et j'y reviendrai, je ferai un tout petit point sur le numérique quand même, qui arrive juste après en fait. Parce que bon, on l'a vu ces dernières décennies, ouais, dans les 10, 15, 20 dernières années, le numérique a pris une place à nouveau prépondérante dans nos existences. On a eu cette croyance dans le fait qu'on allait vers quelque chose d'immatériel, qu'on allait économiser du papier en s'envoyant des mails, etc. On revient quand même fort sur ce constat, et il y a pas mal de gens, de chercheurs qui essayent et autres, qui essayent et de gens de la société civile aussi, qui essayent de montrer plutôt toute l'empreinte matérielle extrêmement importante du numérique. Et je trouve, et on est toujours dans le domaine des métaux, hein, j'en parlerai pas forcément sinon, mais on peut simplement prendre l'exemple du smartphone, qui est un petit concentré comme ça d'extraits de minerais. On en dénombre environ 70 dans un smartphone, donc c'est vraiment extrêmement précieux, en comparaison parfois à l'usage un peu banal qu'on peut en faire quand on sait qu'un Belge change de téléphone tous les 18 mois, etc. On ne mesure pas finalement toute la richesse de ces composants et ce qu'il a fallu aussi pour les extraire. Donc je prends le smartphone, mais je veux dire, l'univers numérique c'est bien plus que ça, mais ce qui est certain c'est que la part la plus lourde de l'empreinte écologique du numérique, elle se situe sur les terminaux, donc ça veut dire sur les smartphones, sur les ordinateurs, sur tous les objets connectés aussi qu'on nous promet pour demain. Et je trouve que c'est aussi un enjeu qui n'a pas forcément été très débattu démocratiquement et sur lequel il est important de se questionner parce qu'il y a une empreinte matérielle bien réelle derrière. Donc voilà, j'ai mis quelques chiffres en nombre d'équipements qui sont issus d'un rapport du Green IT en France. En nombre d'équipements, la taille de l'univers numérique va quintupler entre 2010 et 2025. C'est un des secteurs où on voit la plus grande croissance en matière d'émissions de gaz à effet de serre, hein, parce qu'il faut savoir que le numérique dépasse le transport aérien civil, et ça n'excuse en rien le transport aérien civil, mais en matière d'émissions de gaz à effet de serre. Et puis d'un point de vue sociétal et social, le quintuplement du poids du numérique en 15 ans, c'est un extrait du rapport, ne peut qu'augmenter les tensions sur les matières premières, et notamment renforcer le rôle des minerais dans le financement des conflits armés en Afrique et en Asie, d'où l'appellation de minerais des conflits, dont vous avez peut-être déjà entendu parler, mais qui est une réalité dans pas mal de pays où l'extraction minière, l'accaparement de ces ressources permet le financement de groupes armés et donc a des impacts majeurs sur les populations. Et j'y viens brièvement, bien qu'on pourrait faire une conférence sur la question. Moi j'ai principalement... Je connais principalement la situation au Pérou, qui n'est pas forcément un pays dont on parle très souvent quand on parle d'extraction minière, alors que c'est un des principaux producteurs de cuivre, d'or aussi au niveau mondial, et d'une dizaine d'autres minerais. Et sur le terrain, j'ai pu observer toutes les conséquences dramatiques que ça avait sur les populations. Donc on parle de mines industrielles, hein, on parle de mines à grande échelle, comme on le voit dans l'image en bas à gauche, donc c'est une image qui vient de Cerro de Pasco, où on a une ville, l'extraction minière ne date pas d'hier, hein, on parle de l'extraction de l'exploitation qui a déjà commencé il y a des centaines d'années, mais une ville de 90 000 habitants qui se situe autour de ce trou d'une profondeur de plusieurs centaines de mètres. Et c'est une ville où il y a des tas de populations finalement qui sont pas du tout, qui sont tout à fait impactées par les pollutions que génère l'extraction minière, par les métaux lourds qui sont encore présents dans l'état de déchets, de résidus qui restent sur place une fois qu'on a sorti les masses de terre et qui souffrent de maladies, qui ont des métaux lourds dans le sang, des maladies qui sont directement liées à la mine et qui ne sont prises en charge par personne parce que personne finalement ne veut reconnaître la responsabilité et le lien qu'il y a entre extraction minière et pollution et impacts environnementaux et sociaux. La situation en RD Congo, c'est une situation qui peut-être apparaît plus souvent dans les médias, avec quand même
l'existence de ces creuseurs artisanaux qui vont chercher du cobalt, de l'or dans les profondeurs de la Terre et qui mettent au quotidien leur vie en danger. C'est une situation qui est bien réelle, même si elle n'est pas majoritaire. Il y a aussi de l'extraction industrielle à grande échelle en RD Congo, mais il y a aussi... Combien il reste que 5 minutes? Je suis déjà à 20 minutes. Excellent. Oui, donc voilà. Et souvent, des manifestations qui sont réprimées de façon sévère, dans le sang, au Pérou, c'est une image donc, qui est issue du Pérou, mais je pense que cette conflictivité ou conflictualité, elle va intervenir de plus en plus aussi plus proche de chez nous, au sein de l'Union européenne. Je voulais dire donc que la mine, peut-être parler un tout petit peu de la mine, de dire que finalement ce secteur, c'est un secteur qui depuis des décennies n'a été que très peu contrôlé, qui se vante d'innovation, alors qu'en fait ces innovations elles sont anecdotiques et que c'est les mêmes techniques minières prédatrices pour l'environnement qui sont utilisées depuis presque pour certaines plus de 100 ans, que globalement, et ça c'est essentiel de le dire, la concentration des minerais dans la croûte terrestre diminue. C'est-à-dire que les gisements les plus condensés, les plus riches ont été exploités et qu'il y a un phénomène c'est un consensus scientifique de dire que cette concentration baisse. Cela signifie qu'il faut toujours aller creuser plus loin ou sur de plus grands volumes pour aller chercher la quantité de matière souhaitée. Donc quand on nous dit oui, on va faire vraiment une opération chirurgicale dans la terre pour aller vraiment prélever exactement juste le petit truc qu'on veut, etc., c'est pas réaliste, c'est pas ça qui va se passer. On va vers des mines de plus en plus grandes, à ciel ouvert, on peut brasser des énormes volumes de terre pour aller récupérer ce que l'on souhaite, et ça signifie toujours plus d'énergie fossile, a priori, à aller injecter là-dedans, toujours plus d'eau, qui est une ressource qui est de plus en plus en danger aujourd'hui et demain. Il faut dire aussi que l'Europe se vante souvent d'avoir les plus hauts standards environnementaux et que chez nous ça va bien se passer. C'est possible, je pense que clairement il y a quand même une différence entre les pays du monde, mais ce n'est pas pour autant que les accidents n'arrivent qu'ailleurs. Les ruptures de barrages, etc. Ça a eu lieu dans l'histoire récente de l'Union européenne et ça dans des pays développés entre guillemets comme les États-Unis, l'Australie, etc. Je vais passer là-dessus, mais de dire que l'Europe a beaucoup d'ambition, mais que pour l'instant c'est la Chine qui est quand même loin devant en matière d'exploitation minière, de commerce des métaux, de raffinage des métaux. Ils ont une telle longueur d'avance, c'est difficile d'imaginer la faisabilité en fait de ce projet de l'Union européenne de réindustrialiser et de rivaliser avec un acteur aussi puissant que la Chine. Pourquoi je voulais parler du critical, la loi sur les matières premières critiques? Parce que tout récemment, l'ambition de la Commission européenne du point de vue minier, c'est d'arriver à extraire au moins 10%, donc d'ici 2030, au moins 10% des matières premières stratégiques consommées dans l'UE. Donc 10% proviennent du sous-sol européen. Il faut dire qu'il y a encore des mines en Europe, ce n'est pas quelque chose qui n'existe plus, mais la Commission européenne veut que tous les États membres refassent un peu l'inventaire de leurs ressources du sous-sol, identifient et qu'on puisse identifier des projets stratégiques. Bon, ça c'est pour l'extraction 10%, transformer et produire au moins 40% des matières premières stratégiques. On en est vraiment très très loin, mais donc ce serait vraiment le raffinage des métaux et puis la fabrication des batteries et tout ce qui s'ensuit. Et 15% de la consommation annuelle devrait provenir d'ici 2030 du recyclage. De nombreuses personnes ont trouvé que c'était fort peu, quand même 15% issus du recyclage, mais le recyclage est aussi un autre sujet qui pose pas mal de questions et qui est loin d'être la panacée. C'est important de dire qu'on se trouve, de critiquer quelques fausses solutions. Aujourd'hui, tout ce que projette la Commission européenne, c'est basé sur un logiciel qui reste celui de la croissance, mais de la croissance verte. C'est-à-dire une croissance qui serait fondée sur un découplage entre le niveau de richesse, le PIB, qui continuerait à augmenter, mais cette fois-ci dissocié des impacts environnementaux, donc sans impact sur l'environnement. Il y a de nombreux travaux qui sont faits aujourd'hui qui disent que c'est un leurre, que ça n'existe pas, ou de façon très très marginale, mais que de tout temps, la croissance a été liée à l'énergie, que l'énergie était fossile, et donc aussi suit la même courbe que les émissions de CO2, de gaz à effet de serre. Donc là,
c'est un peu je sais pas, une sorte de paravent de la Commission européenne, mais bon, les choses évoluent, on parle de plus en plus de décroissance, de post-croissance aussi, et c'est des travaux qui méritent tout leur intérêt. J'en ai déjà un petit peu parlé, de cette interdépendance entre énergie et métaux. C'est pas parce qu'on passe aux métaux qu'on s'extrait complètement des énergies fossiles, parce que je dis, aujourd'hui, les données montrent un décalage imminent entre les ambitions climatiques renforcées du monde, donc qui se base sur beaucoup de technologies bas carbone, et la disponibilité de minéraux critiques qui sont essentiels à la réalisation de ces ambitions. Ce que ça veut dire, c'est que, on le voit sur les graphiques, en bleu foncé, c'est les mines en opération, et on voit que ça décroît à partir d'un moment, parce qu'une mine, ça a une durée de vie limitée, hein, on parle de 30 ans, on peut aller jusqu'à 40, peut-être 50 ans, et en bleu clair, c'est les mines qui sont en train d'être construites. Mais on voit que les courbes qui expriment donc le besoin de certains minerais, donc le cuivre, le lithium, le cobalt, pour répondre à un scénario développement durable, elles sont beaucoup plus hauts que ce à quoi peut répondre en fait l'offre minière. Donc il y a un gap. Vous voyez, et la courbe rouge, c'est évidemment la plus ambitieuse. La jaune, c'est celle si on continue comme aujourd'hui. Si on continue comme aujourd'hui, on va vers plus 3 degrés minimum à la fin du siècle. Donc ça va pas du tout. Donc le gap, il est important. Donc on n'a pas forcément assez de métaux pour répondre à nos ambitions en termes de technologie bas carbone. On risque très fort de connaître des ruptures d'approvisionnement dans la décennie qui vient. Et donc, je crois que j'ai été assez claire. Donc pour moi, ça plaide pour revoir un peu nos ambitions à la baisse, pas en termes d'émissions de gaz à effet de serre, mais plutôt en termes de moyens pour y parvenir, et de passer par des choses qu'on appelle la sobriété ou la modération, ou en tout cas retrouver le sens des limites, parce qu'on continue d'évoluer dans un logiciel où on est dans tout est possible, quoi. Dans l'illimitisme, on ne considère pas suffisamment les limites planétaires, la disponibilité limitée des ressources minières, mais aussi d'autres types de ressources dont on fait un usage excessif. Alors, j'ai mis quelques pistes qui, moi, me semblent intéressantes pour imaginer un autre futur que celui que nous propose l'Europe, même si tout n'est pas à jeter, loin de là. Mais je pense qu'en tout cas, dans cette idée de retrouver le sens des limites, tout ce qui est la piste des low-tech me semble fort intéressante. Vous en avez peut-être déjà entendu parler. Ce n'est pas être opposé au high-tech, parce que le high-tech, ça a du sens dans plein de domaines lorsqu'on l'oriente vers le bien commun, vers l'intérêt général, vers le progrès humain. Mais les low-tech, c'est faire preuve de plus de discernement technologique. Aujourd'hui, on est dans une surenchère technologique, ou simplement parce que c'est de l'innovation, et donc que l'innovation rime avec le progrès, et qu'on est toujours dans ce paradigme-là, alors c'est forcément bon, souhaitable, acceptable, et on oublie complètement de prendre en compte l'énergie que ça suppose, que ça consomme derrière, les matières premières que ça suppose dans sa composition, alors que ce serait, selon moi, les premiers critères à prendre en compte, pas les seuls, dans l'avènement ou non d'une technologie qui devrait reposer sur un débat démocratique. Sobriété et modération, il y a eu en filigrane la sobriété qui apparaît dans le dernier rapport du GIEC, c'est de dire en fait, c'est peut-être pas si compliqué de ralentir un petit peu, de diminuer nos consommations, de diminuer nos productions. C'est beaucoup plus rapide et efficace que de faire certains projets technologiques qui sont de l'ordre un peu du pari et qui se projettent sur des 5, 10, 15, 20 ans, alors que je le disais, l'enjeu, il est vraiment à traiter le plus vite possible. Je crois qu'il y a clairement un changement de logiciel économique qui doit avoir lieu. Les règles du jeu économique, pour l'instant, elles ne sont pas bonnes. Il faut les changer, il faut faire rétrécir le système. En tout cas, clairement, la décroissance dans le sens d'une diminution de nos productions et de nos consommations qui soit concertée et qui vise la justice sociale et le bien-être. Donc, une définition qui est celle de Timothée Baric, qui a fait beaucoup parler de lui ces derniers temps depuis la publication de son livre, Décroissance, pour arriver à un état stationnaire, et il le compare un peu à le cycle biologique d'un être humain qui ne croît pas indéfiniment et qui à un moment en fait se stabilise, et donc réfléchir à une économie stationnaire qui n'a pas besoin de croissance en fait, c'est certainement
un chantier à mettre en discussion, un renouveau démocratique, et moi j'aime beaucoup tout ce qui tourne autour des communs, et chaque mesure mériterait un exposé entier. Donc les communs, qui est un nouveau mode de gouvernance qui n'est ni de la gestion publique, ni de la gestion privée, mais qui est vraiment la gestion partagée d'une ressource par une communauté qui en définit les règles et qui en assure la pérennité dans le temps. Mais c'est vite dit. Ça va aussi plus loin que ça peut être aussi un principe politique en tant que tel. Bâtir des lieux, je pense que du côté des mouvements écologistes, c'est de plus en plus ce qui... c'est une nouvelle stratégie de lutte que de se dire, en fait, dénoncer, marcher dans la rue, et tout ça, c'est utile, mais peut-être insuffisant. Et je pense que essayer d'aller bâtir des lieux, de se réapproprier l'espace, les territoires, de les préserver, de s'investir là-dedans, de racheter des morceaux de terrain de façon collective, etc. Enfin, je crois qu'il y a tout un éventail de choses qui se font déjà, mais sans doute à aller creuser encore plus loin. Et alors, le pouvoir des mots, je pense qu'il y a un enjeu aussi là, de l'ordre de la bataille culturelle un peu qui se joue entre aussi, de façon caricaturale, la gauche, la droite, une bataille culturelle qui, depuis quelques décennies, est plutôt remportée par le champ plus conservateur, on va dire, mais je pense que les mots qu'on utilise sont importants pour évoquer les choses, ce qu'est la nature, l'environnement, etc. Il y a sans doute matière à réfléchir aussi pour aller plus loin que l'environnement, qui parle de ce qui nous environne mais qui ne nous concerne pas vraiment, etc. Donc ça mériterait aussi d'être approfondi. Et puis dépasser le dualisme humain-nature, parce qu'en fait la solution n'est pas juste technologique, elle n'est pas juste économique, mais elle est vraiment profondément ancrée en nous aussi, en notre vision de la nature qui nous est héritée en fait des siècles passés, où l'homme s'est mis comme en surplomb de cette nature, en position dominante, on l'a objetisé quelque part, et de ce statut d'objet a découlé le rapport d'exploitation, de prédation qui est celui dans lequel on est toujours aujourd'hui, alors qu'aujourd'hui il faut considérer notre planète comme étant le futur des vivants, de tous les vivants, donc des humains et des non-humains, qui appartiennent à une même planète, qui se rendent des services essentiels aussi à la préservation de l'existence humaine. Et donc il y a des tas d'expérimentations et de voies à creuser, en matière juridique, etc., pour donner une vraie place à ces autres qu'humains qu'on a négligés depuis bien trop longtemps. Voilà, je m'arrêterai là. Voilà, un tout grand merci, et heureusement qu'il y avait le dernier slide pour donner un peu de lumière dans le tunnel un peu sombre de la réalité. Moi j'ai appris ce matin à valider que dans les 6 dépassements, il y a peut-être un 7e, parce qu'on ne sait pas le mesurer, il est peut-être dépassé aussi, mais comme on ne sait pas le mesurer, on dit qu'il n'y a que 6 dépassements sur 9. C'était pour déprimer encore un peu plus. Voilà, toi, vas-y. Merci beaucoup Géraldine. Je vais avoir la lourde tâche de prolonger le propos, et c'est très bien qu'on finisse sur cette slide, en fait, qui accepte solution. Un petit mot sur la manière dont on a pensé la soirée. Donc l'idée, c'est vraiment de favoriser à la suite l'échange avec le public, donc je vais être assez rapide, je vais essayer d'être assez clair aussi sur ce que je veux faire. L'idée étant de vous amener une vision un peu méta suite à ce qui a été amené. Et ce qui va être dit ne sort pas de la tête des géniales des domineurs ou quoi que ce soit, ça s'appuie sur les travaux d'une économiste chercheuse à la Sorbonne, une professeure à la Sorbonne, qui s'appelle Hélène Torchman, et qui vient d'écrire un livre en fait qui s'appelle La croissance verte contre la nature. Et donc je vous invite vraiment à consulter, tout comme la bibliothèque qui se trouve là, ça peut être des sources d'inspiration intéressantes pour des personnes du mouvement écologiste. Une petite question d'abord, est-ce que quelqu'un a déjà entendu le nom d'André Gortz dans cette salle? Qui? Ok, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 personnes. Ok, c'est pas beaucoup. Pour info, André Gortz, il est à l'origine du mouvement écologiste dans les années 60-70. Un de ses grands livres s'appelait à l'époque Leur écologie et la nôtre. Et donc une des postures qu'on cherche à tenir avec les domineurs, c'est justement retrouver cette origine du mouvement écologiste, qui s'est perdu depuis des décennies, qui s'est perdu dans la société libérale, et c'est une chose qui nous paraît essentielle pour justement nous extraire du cadre de pensée dans lequel le capitalisme libéral et industriel nous a mis et nous empêche de sortir.
Pour bien comprendre ça, en fait, les solutions présentées, Géraldine a notamment parlé de la transformation du parc automobile, le passage à l'électrique, etc. Toutes ces solutions sont présentées vertes, mais en fait elles n'ont rien d'écologique. Clairement, je vous annonce que le propos que je vais tenir est beaucoup plus en rupture, évidemment, en termes de vision écologiste, et donc de grandes critiques de la fuite en avant mortifère qu'est la transition verte telle qu'elle nous est exposée par l'Europe comme étant la solution, et on nous fait penser le problème écologiste uniquement en termes de décarbonation de l'économie. Et donc ça invisibilise totalement les destructions véritables de la nature, et pire, justifie des destructions de la nature pour y implanter des solutions hyper technologiques et qui seront tout à l'avantage du marché. Donc je vous ai dit que je voulais un peu essayer de développer une vision méta pour vous faire voir un peu, avec un peu de recul. Et une réflexion qui nous paraît intéressante, c'est que donc, ces solutions proposées, on parle de l'hydrogène, c'était mentionné, le nucléaire, maintenant on en reparle, vous savez bien le débat que ça a fait parmi la famille écologiste, qui est pleinement présenté comme solution, renouvellement du parc automobile en électrique. Et en fait, on essaie de tacler aussi toute une série de croyances qui font partie du narratif dominant, qui sont pour nous assassines, notamment le fait de croire que passer à tout à l'électrique va nous faire sortir du fossile. Ça, c'est une fable, ça ne se passera pas. Parce que Géraldine l'a un peu mentionné, il y a une très grande dépendance aux énergies fossiles pour la mise en place, l'entretien, le renouvellement et la multiplication de tout ce qui nous est présenté comme des technologies vertes. Elle a aussi mentionné le recyclage qui n'est pas une solution, en effet, qui est souvent présenté comme une solution. Tout ça, en fait, ces solutions présentées vertes mais non écologiques, donc elles sont vertes mais pas écologiques, n'ont pour vocation que de préserver un système productiviste, extractiviste et destructeur. Et ça, c'est une chose qu'on doit bien garder en tête, parce qu'en fait, on se fait balader depuis des décennies avec un verdissement du capitalisme qui nous fait croire qu'on va maintenir le confort tel qu'il est, mais en fait, ça a un prix qui va malheureusement, qui est toujours en ce moment, qui est encore en ce moment, invisibilisé, où on justifie la destruction de la nature pour y amener des scénarios de transition verte. Et donc, c'est en ça, nous, il est très important de revenir aux origines du mouvement écologiste. Donc, pour petit rappel, avant d'être un parti politique, c'était un mouvement social très puissant dans les années 60-70. Et la scission a été véritable au sein même de la famille écologiste entre les personnes qui voulaient rester dans cette vision première très critique de l'industrialisme, de l'expansionnisme industriel, et une autre vision qui accompagnait finalement ce que Boltanski et Chapito ont appelé le nouvel esprit du capitalisme. C'est aussi une référence dont je vous invite à vous référer, très intéressante, qui explique en quoi le capitalisme, dans son expansionnisme, vise en fait à toucher un maximum de nos sphères, pour finalement ne plus pouvoir penser en dehors de son cadre. Donc, petite information sur les gros éléments qui expliquent ce qu'est le capitalisme. Vous avez la propriété privée, évidemment, vous avez le marché, et vous avez la technique. Et donc, on est là-dedans, dans ce modèle, depuis à peu près 200 ans, je pense, il y en a qui disent 400 ans, mais en tous les cas, vous avez le marché qui ne cesse de se répandre dans des sphères de plus en plus larges de nos vies, dans nos modes de relation aux autres, à la nature. Maintenant, on parle de financiarisation de la nature. Vous avez sûrement entendu il y a 2 ans, je crois que l'eau est passée en bourse à la bourse de Chicago. Donc en fait, on est là-dedans. Et on n'est pas du tout dans une amélioration du capitalisme. Ça nous est présenté comme tel, mais en fait, on est dans une expansion du capitalisme à des sphères qui n'étaient jusque-là pas encore touchées par les enjeux du marché. Et donc on a un marché qui s'immisce dans toutes les sphères de nos vies et qui nous empêche de penser le réel, qui nous fait penser le réel uniquement à travers son prisme. C'est un piège énorme dans lequel beaucoup d'écologistes sont pris. Et donc, vous imaginez bien que si les écologistes sont pris là-dedans, toutes les autres femmes politiques sont totalement prisonnières de ça. L'autre aspect, c'est le côté technique. Donc la technique se développe à mesure que les progrès évoluent, l'intelligence humaine, les technologies évoluent. Donc il y a une accélération du rythme de production et de consommation, avec une efficacité et une rationalité de plus en plus puissantes. Et l'ère industrielle a été un coup d'accélérateur gigantesque, évidemment. Pour vous donner un exemple, je ferai lien avec les mines. Au XIXe siècle, la rapidité de creuser une mine avec des moyens humains de l'époque, on était à du 2 à 4 mètres par heure. Aujourd'hui,
les machines les plus performantes, elles creusent dans les mines à du 450 mètres par heure. Donc on comprend bien le délire dans lequel on est poussé, et on nous laisse croire, on nous fait croire, on voudrait nous mettre en tête que changer la technologie pour une technologie un peu plus vertueuse, parce que oui, moins émettrice de carbone, ok, au final, si on fait la balance, oui, sera moins émettrice de carbone une voiture électrique. Et quoique ça dépend des usages, mais avec une voiture thermique, mais c'est pas ça le problème en fait. Parce que là, on nous met toujours dans un cul-de-sac où on nous fait penser une technologie, améliorer la technologie, mais sans questionner le modèle au service duquel cette technologie est mise. Donc ici, mon propos, il est vraiment d'essayer de développer, d'essayer de faire développer une vision un peu plus, avec un peu plus de recul. Et donc la solution qui nous est proposée, en fait, concrètement, pour sauver la planète, si on parle c'est plutôt sauver le mode de vie occidental, plutôt que la planète et la nature, parce que la nature se fait complètement défoncer. D'ailleurs, une autre croyance qui est fortement répandue, c'est que ouvrir des mines ici en Occident, en Europe et tout, va permettre d'enfermer ailleurs. C'est faux. Vous avez bien vu les proportions dont Géraldine a parlé, on est à du x6, x40 pour certains métaux, c'est des proportions délirantes. Donc en fait, ça va être plus de mines partout. Et on nous laisse croire que les mines vertueuses ici en Europe vont nous permettre d'être plus éthiques parce qu'on va moins dépendre du Sud. En fait, le Sud va complètement continuer de se faire défoncer, même si on est des mines chez nous. C'est juste qu'il y aura plus de mines partout et on aura tous perdu. Parce qu'il n'y a pas de remise en question de ce modèle capitaliste, l'expansionnisme industriel, qui est ravageur par essence. Et il y a comme une impossibilité, une espèce de plafond de verre dans beaucoup d'esprits, parce qu'on est tous pris dedans, on est tous mis à contribution de ce truc, et une impossibilité à penser un nouvel imaginaire. Et donc nous, ce qu'on espère, c'est pas uniquement être en mode critique, on pas des mines, etc. L'idée, c'est de prendre ça comme point de départ, pour essayer de créer des brèches dans nos esprits, dans nos imaginaires, notre créativité, vers une société qui soit réellement soutenable, mais qui ne soit pas cette soutenabilité, durabilité verte qu'on nous présente, qui elle, est au service du marché et des intérêts des détenteurs de capitaux. Et pour ça, il faut poser une réflexion critique, véritable, des structures capitalistes qui nous gouvernent. Et peut-être au prix de la perte d'une partie, d'oser peut-être explorer en tout cas une partie du confort. Je pense à Georges-Louis Boucher, par exemple, qui, il y a quelques semaines, je crois que c'était lui qui disait ouais, la décroissance c'est bien beau, mais ceux qui prennent la décroissance, ils ne disent jamais que les gens ils vont perdre ci, ici, ça. Et quelque part, il a un peu raison, parce que c'est vrai qu'une société avec moins de richesse, on pourrait croire qu'on va être perdant. Mais du coup, ce qui serait intéressant, c'est d'initier de véritables recherches, études, qui puissent alimenter scientifiquement ce à quoi ressemblerait une société décroissante. Et les libéraux s'appuient aussi sur une grosse erreur, une grosse mécompréhension qu'ils aiment bien renouveler d'ailleurs, qui est, ils mettent dos à dos la croissance, le capitalisme et la décroissance. En fait, la décroissance, c'est pas du tout l'inverse de la croissance. La décroissance, c'est un projet politique complètement différent. On repense tous nos rapports au monde et on ne laisse plus le marché définir nos rapports aux vivants, aux autres humains et à la nature. Ça, c'est la décroissance. Et la croissance, ben, c'est juste un modèle économique, enfin, un indicateur économique. Donc, ce que je veux dire avec ça, oui, voilà. Donc, ce qui est intéressant de garder en tête, c'est que la crise écologique, elle a bon dos en fait. La crise écologique, elle ne sert que de prétexte pour accélérer la compétition mondiale. Ce n'est que ça. Donc, c'est un prétexte supplémentaire qui permet à l'idéologie libérale et aux détenteurs de capitaux les plus influents qui ont voix au chapitre, d'augmenter l'influence de leurs capitaux et du marché, sur base d'une crise écologique. Mais en fait, il n'y a pas de réelle volonté de résoudre le problème, puisqu'il y a une impossibilité à remettre en question les structures mêmes du capitalisme. Or, nous pensons que c'est là qu'on doit poser la réflexion. Et Hélène Torchman et d'autres, je peux citer le Gréséa aussi, le Gréséa, je ne sais pas si vous connaissez, c'est le groupe de recherche pour une stratégie économique alternative, des gens vraiment bien, des économistes mais pas que, qui justement alimentent, mais depuis des années, l'imaginaire vers une société décroissante, se diriger vers une gratuité de l'eau, qui alimente un projet politique véritable qui ne se satisfasse pas uniquement de solutions vertes qui ne résoudront rien en profondeur. Alors, on n'est pas tout seul, mais beaucoup de groupes qui portent, que ce soit en France, Hongrie, ou enfin, d'autres pays, Espagne aussi,
qui portent ce genre d'idées, c'est toujours à la marge du mouvement écologiste. Or, nous pensons que revenir aux sources du mouvement écologiste, c'est la porte de sortie, en fait. Et la source, c'est quoi? C'est les années 60, les années 70. Ce que beaucoup ont oublié. Et ce que beaucoup ont oublié aussi au sein même du Parti écologiste en Belgique. Par exemple, on a perdu Paul Lannoy il y a quelques années. Vous savez que Paul Lannoy a quitté son propre parti après quelques années parce qu'il avait bien vu que c'était phagocyté par les intérêts de la société libérale. Je pense à, je ne sais plus les noms, De Crolly aussi, qui était un des premiers, vraiment, qui avait des idées et qui voulait s'y atteler. Mais en fait, c'est comme si le Parti écologiste avait perdu ses meilleurs atouts parce qu'ils se sont fait épuiser par la machine libérale qui a créé un cadre de pensée qui leur donnait une impossibilité à nourrir les imaginaires vers des solutions véritables. Et donc, je vous invite vraiment à consulter la marge du mouvement écologiste pour explorer, vous en inspirer. C'est pour ça que les livres ont été mis là aussi, n'hésitez pas à prendre une photo de la bibliothèque qui est là et pour pouvoir vous les procurer. De seconde main sera encore mieux, voilà. On n'est pas non plus parfait pour tout le temps. C'est pas non plus une course à l'exemplarité totale. On ne va pas non plus s'autoflageller tout le temps. Et donc, je vais juste finir là-dessus, je ne sais pas combien de temps, là, peut-être un quart d'heure, ça fait un quart d'heure. Et donc, ces penseurs, que sont Hélène Torgman ou Le Grésia, etc., nous invitent à penser la gouvernance par les besoins. Et donc, c'est un tout autre rapport aux choses, en fait. Ça voudrait dire, mais voilà, ça voudrait dire d'enclencher une réflexion collective. Même si on n'est pas nombreux à commencer à enclencher ça, ça mérite le coup d'être initié. À un an des élections, peut-être que c'est intéressant de lancer des pistes qui ne soient pas des sillons tracés de toutes pièces qui vont finalement, in fine, servir à verdissement du capitalisme. Mais vraiment une invitation à affûter notre esprit critique et affûter notre créativité, notre imaginaire, en fait. Et Géraldine, je suis vraiment content qu'elle ait fini sur cette slide, que je vous invite vraiment à garder en tête, avec une belle référence à André Gortz, merveilleux. Et voilà, donc nous on a essayé de prendre position sur la question du code minier. Pour ce moment, je ne vais pas, je vais m'arrêter bientôt, en fait, tout ça, je favorise l'échange avec vous. S'il y a un intérêt en Belgique, oui, c'est évident. Il y a certain monsieur Éric Pirard pour en parler beaucoup mieux que moi. Vous avez qu'à voir ses conférences ou à lire ses publications. Il fait ça très très bien, puisque c'est son projet de relancer les mines en Belgique. Donc je ne vais pas prendre sa place ici, ce ne serait pas très, très pertinent. Mais voilà, ce genre de posture et de positionnement demande des milliers de tonnes de courage politique. Et le courage politique, on se rend bien compte que nos décideurs politiques seuls ne l'auront pas. Ils ne l'auront que s'ils sentent qu'ils sont poussés dans le dos, c'est toujours comme ça que ça bouge. Nous, ce qu'on essaye à notre échelle, c'est de fédérer autour de cette question minière en Wallonie les partis de gauche, que sont le PS, le PTB et Écolo, dans l'espoir qu'il y ait une volonté partagée à minima entre ces partis de démocratiser cette question minière et d'ouvrir ça à la société civile. Sachant aussi que nous, on n'est pas nombreux, on n'a pas non plus, c'est pas nous qui allons faire la masse, mais ce qu'on essaye, c'est de créer des impulsions comme ce soir. Et merci beaucoup à toutes et à tous d'être là. Pour stimuler et inviter et motiver à vous pencher sur cette question avec nous, indépendamment de nous ou pas, on s'en fout en fait, peu importe. Mais la démocratie, elle ne peut fonctionner que si on s'y engage en fait. C'est un certain Alain Deneau qui est un philosophe, économiste aussi, juriste québécois qui définissait la démocratie comme l'engagement, en fait, simplement. La démocratie, c'est l'engagement. J'ai trouvé ça assez juste. Et donc, voilà, les décideurs politiques ne sont pas seuls. Si on les laisse seuls, ils seront seuls. Et s'ils sont seuls, ils ne font peut-être pas les bonnes choses. Mais si on ne les laisse pas seuls et qu'on les pousse un peu dans le dos ou qu'on les accompagne, peut-être qu'on peut arriver à nous rapprocher de la gouvernance par les besoins et d'initier cette urgence de ralentir. Et voilà, et donc essayer de contrer, je termine là-dessus, vraiment contrer le discours libéral qui existe dans nos esprits et qui est une matrice de laquelle on n'arrive pas à sortir, qui est le fameux There is no alternative de Margaret Thatcher, que Mitterrand a prolongé, que Reagan a prolongé aux États-Unis. Enfin, on est toujours dans cette école de Chicago, des Chicago Boys fin des années 70, dans la foulée du coup de Pinochet, qui ont réussi à faire un coup d'accélérateur terrible. Idéologiquement, on n'arrive même plus à penser hors de leur cadre.
Donc en fait, on a vraiment besoin de s'extraire de cette matrice du marché tout-puissant et du capitalisme et poser une critique du capitalisme. Voilà, je vais m'arrêter là. Merci. Voilà, ben, disons que j'ai un peu l'impression qu'il y a eu deux débats différents, deux présentations différentes, deux sujets assez éloignés. Moi, le débat que tu viens d'évoquer, moi, il me passionne. Moi, j'ai connu les années 70-80, désolé. C'est un débat du mouvement vert, les Fundis et les réformistes allemands, les réalos et les révolutionnaires en Belgique, enfin, on connaît ça. Mais ce n'est pas le débat de la soirée. Mais c'est un débat qui me passionne, et peut-être qu'un jour il faudra en faire un ici à ce sujet-là. C'est réformisme ou révolution. Est-ce qu'on est radical et qu'on est très peu, ou bien est-ce qu'on fait avancer plus les choses à plus? C'est un débat passionnant. C'est un débat passionnant. Moi, je crois qu'il y a en tout cas une méconnaissance du mouvement réformiste écolo. Je te conseille de lire ceci, parce que je crois que puisqu'on ne va pas faire ce débat-là, mais j'aimerais quand même dire mon avis. Faire avancer les choses, c'est peut-être justement ça, avoir des propositions concrètes et tout pouvoir, quand on peut, essayer de faire avancer les dossiers, ou bien de se replier dans une posture idéologique pure et dure qui fait que les choses n'avanceront pas. C'est un débat passionnant, mais ce n'est pas le débat de la soirée. Donc, s'il y en a qui veulent faire ce débat-là, je trouve qu'il faut le faire. Mais ce n'était pas le sujet. Si la salle veut que ça devienne le sujet, moi je suis là et je respecte la démocratie. Moi j'aimerais bien faire une réflexion. Oui, bien sûr. On a 3 questions à chaque fois. Oui, on prend 3 questions, ça va? Je fais une réflexion, pas une question. Donc le jeune homme ici a raison de dire qu'on crée, et madame aussi, parce qu'ils sont dans le même esprit, on crée des fausses options, changement climatique et tout ça, pour faire avancer le capitalisme où la nature n'a plus sa place. On l'a vu notamment dans la crise Covid, où il y avait des solutions naturelles contre les virus, et qu'est-ce qu'on a fait? On a fait l'inverse, on a monté l'industrie, les masques, etc. etc., etc. Voilà. Donc moi j'ai des solutions, j'en ai envoyé notamment au gouvernement dans les dernières années, des solutions simples, qui restent sur la base de la nature même, qui coûtent pas cher au niveau énergétique. Pour moi, il n'y a pas de changement climatique parce que le Nord a changé de place déjà. Donc le Nord est parti vers la Russie. Donc c'est normal qu'au Canada, il y a moins de glace. Il y a un changement climatique entre guillemets, mais c'est un changement géographique, d'une part. Et ici, les dernières années, concernant la sécheresse, c'est l'équateur météorologique. Au lieu de monter, il est descendu en dessous de l'équateur géographique. C'est-à-dire que les pluies qu'on aurait dû recevoir pendant 2-3 ans sont descendues vers l'Afrique et vers le sud de l'Europe. Je ne peux pas écouter ça. Je suis désolé, Ah ben, on est en démocratie, eh ben, là, ça dépasse. C'est de la démocratie, monsieur. Oui, et moi, je suis sais. juste avec ce qui se passe sur la terre. Je suis désolé. Oui, mais c'est Non, je suis bien d'accord. Je savais qu'une chose, je n'allais pas l'arracher. Il y a... Je fais une sortie du nucléaire aussi, avec des pompes à Je propose, chaleur. madame, c'est bon. Pourquoi est-ce qu'on ne parle pas des pompes à chaleur gratuites? C'est gratuit. Il y a une autre intervention. Le chauffage et l'électricité. Une autre intervention. De toute façon, j'allais prendre mon bus. Je voulais juste vous répondre par rapport au fait. Je serai ministre de l'écologie. L'opposition, vous disiez entre soit on est très peu à être radicaux et on n'avance pas beaucoup, soit on est beaucoup et là du coup on avance plus. J'ai l'impression que l'actualité est pleine de contre-exemples de gens en masse qui finalement, on voit qu'il y a une inertie au changement, même si on est en masse. Si on prend l'exemple avec Macron et la population française qui s'est opposée à les retraites, des millions de personnes qui se sont opposées et voilà, qui n'ont pas... Et d'accord. Un autre exemple par rapport au fait qu'on ne peut pas continuer comme ça à prélever indéfiniment sur ce qui existe sur notre planète, ben, j'ai encore lu aujourd'hui que l'axe de rotation de la Terre a changé et que les scientifiques qui ont examiné pour voir les causes de ce changement de l'axe de rotation
ont estimé que ça venait principalement des prélèvements dans les nappes souterraines d'eau. Donc on en arrive aussi à ce thème de l'eau qui devrait être bien gratuit, mais donc voilà, c'est aussi encore à bien qu'on prélève de manière beaucoup trop importante actuellement. Voilà, monsieur. Pour écouter, j'ai envie de lui dire, est-ce que École n'est pas pleinement rentré justement dans le cadre que Lénine disait qui nous est imposé, et notamment je pense sur les voitures électriques où j'ai l'impression, c'est horrible quoi. Enfin voilà, j'ai l'impression qu'on nous a collé cette étiquette sur le front de grands défenseurs de la voiture électrique, et je dis on parce que je suis moi-même élu écolo et c'est horrible quoi, je déteste ça, et voilà, est-ce qu'on fait ça comme il faut maintenant dans le gouvernement wallon et là où on a des petites marges de manœuvre? La voiture électrique, c'est le masque. Madame Blair, on prend la parole quand on la donne. Oui, mais je vais bientôt partir. Je suis tuée pendant 40 ans maintenant. Alors on peut répondre Franco, une question, vous répondez dans l'ordre de l'interpellation. Je vais répondre à Marc en fait. Je pense pas que les autres réflexions ont besoin d'une réponse. Ouais, qu'est-ce que je fais? C'est facile en fait. On stoppe la rédaction du code minier et on ouvre le débat beaucoup plus largement de la société civile, mais conscient aussi que ça demanderait à ce que la société civile elle-même s'applique là-dedans. Et la question est complexe. Et donc, nous, c'est ce qu'on essaye justement de faire, c'est de rendre la chose accessible pour faciliter cette réappropriation par la société civile. On sait aussi, pour avoir rencontré Madame Tellier, que l'agenda est serré, puisqu'il y a l'inconnu des élections de 2024, et comme nous l'ont très bien dit, et on le comprend, si jamais les écologistes ne font pas un bon score aux élections, on est dans la merde au niveau de la rédaction du code minier, puisqu'on pourrait avoir, je sais pas, le MRLCDH à la manœuvre qui réécrit le code minier et qui en a rien à foutre. Maintenant, une partie d'entre nous pense aussi que ce serait une bonne occasion de réveiller les écologistes pour faire enfin une vraie opposition si ça arrivait, mais c'est un pari risqué. Donc, ta question directement, concrètement, on ferait quoi? On stoppe la rédaction du code minier, on ouvre l'information très largement au public avec les médias, des débats télévisés, etc., mais pas des débats télévisés alors que les décisions sont prises par des politiques, au moment où tout est en stand-by, qui fait qu'il y a un temps long permis, et donc, même dans un idéal, j'aurais envie de dire, ce sera la prochaine mandature dans 2029 qui récupère le code minier. Donc on a 5 ans pour informer, réapproprier les citoyens, et si les citoyens veulent des lignes, on fait des lignes, tant pis. Voilà. Mais je pense que ça demande un temps long d'information. Pardon? Vous avez un an par an? Ah non, c'est rien du tout. Ah non, c'est rien du tout. Les vacances parlementaires qui arrivent le 21 juillet, la rentrée parlementaire arrive en septembre, après c'est la campagne, c'est rien du tout. Ah non, c'est rien du tout. On a besoin de minimum 5 ans. Voilà. Sur la voiture électrique et la position des écologistes, bon déjà, je travaille chez Etopia, je ne suis pas du coup dans les politiques de première ligne et tout ça, même si je lis, je m'informe, je lis les journaux, j'entends des choses et tout ça, mais je pense que, bon déjà, la voiture électrique, il ne faut pas non plus la diaboliser, ça dépend de quelle voiture électrique on parle. Évidemment, il faut moins de voitures, et je pense que les écologistes pensent comme ça. Tout le monde n'aura pas une voiture électrique, il faut la voiture électrique de demain, elle doit être bien moins lourde, bien moins grosse, elle doit être petite, elle doit être limitée à certains types de trajets, etc. Donc c'est de toute façon moins de voitures. Une autre voiture électrique que les gros SUV qu'on voit sortir aujourd'hui, etc., que nous propose l'industrie automobile et qui sont inaccessibles à la plupart des gens, donc qui créent une fracture sociale importante. Donc je pense que demain, c'est quand même positif d'avoir des voitures électriques, mais beaucoup moins, beaucoup plus low-tech aussi, enfin, si je peux me permettre, en tout cas pas bourré d'électronique comme on le voit aujourd'hui, et de privilégier d'autres modes de transport. Et là-dessus, je crois que les écologistes aussi sont les plus à la pointe sur la promotion du vélo, des pistes cyclables, de tout ce qui tourne autour de ça. Donc voilà. Et je pense que dans la mesure du possible, ils essayent d'aller vers ça. Le ministre Henry, je ne sais pas où ça en est venu avec une taxe qui allait taxer plus les véhicules lourds que les véhicules les plus légers, etc. Moi, je ne connais pas tous les instruments juridiques ou législatifs qu'on peut avoir dans les mains. Je crois que c'est toujours compliqué. Mais l'idée qui est derrière, c'est celle-là. Merci.
je n'ai vraiment aucun problème avec la notion du capitalisme qui se verdit, qu'on prend la mauvaise direction. Enfin, je partage quasiment tout ce que vous avez dit. Il y a une notion qu'on n'a pas encore abordée. J'entends parler de réouverture de mines, c'est très récent. Hein, il y a 10 ans, on ne parlait pas de tout ça, c'est quelque chose de très récent, et c'est quand même lié à un changement de l'ordre mondial où la Russie est rentrée avec ses chars en Ukraine et qu'on s'aperçoit qu'on a beau se mobiliser ici, si Poutine arrive jusqu'en Europe, si les fascistes continuent à progresser partout dans le monde, on aura beau avoir raison, on sera tous en camp de concentration. Et donc, moi j'ai l'impression que cette notion d'ouverture de mines, c'est lié aussi à une autonomie, donc à ne plus dépendre de l'extérieur, à être en capacité de se défendre, d'être démocrate et de pouvoir être écologiste sur le terrain. Cette notion-là, vous ne l'avez pas abordée. Et donc, je ne suis pas vraiment pour l'ouverture des mines. Par contre, je suis pour la démocratie. Je n'ai pas envie d'être occupé ni par les Russes, ni par les Chinois, ni par les Américains, d'ailleurs par personne. Et tout ça, ça veut dire pas simplement rouler à vélo. Je roule à vélo et j'essaie de manger le plus simplement possible, mais il y a aussi des enjeux géostratégiques qui ont changé très fort ces 10 dernières années, même avant, et ça, on va venir compte. Je peux faire une réponse directe? Oui, bien sûr. Ça, c'est une grosse question. Super, merci beaucoup pour la question. Et vous êtes sûrement pris dans l'urgence de l'actualité en pensant ça, mais en fait, la réouverture de mines, vous entendez parler de ça maintenant, mais c'est dans les tuyaux depuis 2008. 2008. Personne n'en a entendu parler. Nous, on était parmi les premiers en Belgique à en entendre parler en 2018, 10 ans après. Parce qu'on a bénéficié d'une fuite illégale des cabinets Boursu et d'Antonio. Il a encore fallu 4 ans, maintenant, 4 ans maintenant, plus de 4 ans, pour qu'on brise ce silence, pour essayer d'en faire parler. Ça, c'était le but de notre action. Pourquoi 2008? Parce qu'en fait, en 2008, qu'est-ce qui s'est passé? En 2001, la Chine est rentrée dans l'OMC. Du coup, elle a versé les rapports de pouvoir, elle a commencé à avoir une croissance économique totalement faramineuse. Elle est devenue, elle était déjà l'usine du monde, mais là, elle est devenue dominante sur l'échiquier mondial. Et de 2001 à 2008, les secteurs industriels européens majoritairement, allemands principalement, ont vraiment flippé. Ils se sont rendus compte de l'inversion des pôles qui est en train de se faire en 2008. Mais ça, c'est dans les sphères industrielles et politiques. Nous, on n'en a pas conscience de ça. Et 2008, vous pouvez trouver des traces toujours sur le site du gouvernement, du ministère de l'économie au Wallon. Il y a l'IMP, l'Initiative Matières Premières, texte fondateur de 2008, directive européenne, qui trace des pistes déjà de ce qu'on vit aujourd'hui. Alors la question nous qu'on pose, pourquoi on n'en a pas entendu parler en 2008? On aurait gagné un temps fou. Les 5 ans que nous on veut maintenant pour discuter de ça, on aurait eu 10 ans. Vous imaginez le temps qu'on a perdu pour faire de l'information populaire? Parce qu'il y a eu un cloisonnement de l'information, simplement. Et donc, ils savaient bien, enfin, 2008, le secteur industriel, relocaliser les mines, rouvrir les mines, enfin, l'imaginaire collectif en Europe, et les mines, c'est du passé. On exploite maintenant le sud, les mines, c'est plus en Europe, c'est propre maintenant. On a fait les mines de charbon dans les années 70-80, enfin, ne parlons plus de mines aux Européens. Et donc, il y a eu un laisser-faire ou un un silence maintenu autour de ce sujet, alors qu'en fait, dans les tuyaux, c'est en préparation depuis longtemps. Alors ici, le contexte est absolument favorable au narratif, avec une Chine puissante, avec une Russie invasive, très favorable à dire « Ah bah oui, il faut de la dépendance, on ouvre les mines. » Ah bah oui, ça a bon dos la guerre. Mais en fait, c'est dans les tuyaux, il ne faut pas l'oublier, depuis plus de 10 ans, depuis 15 ans, quoi. Donc ça fait 15 ans qu'on aurait pu en entendre parler, qu'on aurait pu être informé de cette volonté. Mais ça n'a pas été fait. Et cette question, c'est ça qu'on doit se poser. Et donc je pense qu'il y a une légitimité à demander comme nous on exprime ça, une démocratisation de la question minière. Je veux dire, après 15 ans où on nous a mis tout ça sous silence, c'est quand même fou, quoi. Alors que c'était le projet qui était dessiné. Donc c'est ça que je répondrai à cette réflexion. Mais merci pour la question.
Moi, je comprends l'inquiétude, hein, et je bats pas en brèche complètement les arguments je trouve que ça pose question, hein, de fait la souveraineté, le niveau d'interdépendance dans lequel on se trouve avec la mondialisation, etc. Et on l'a vu pendant le Covid, la rupture de masques et tout ça. Donc je pense qu'il y a une relocalisation, une certaine relocalisation des activités qui est souhaitable, je pense. Après, il faut voir comment on fait les choses, à quel niveau d'échelle, avec quel type de travail humain et de travail machine, etc. Enfin, c'est quoi en fait cette réindustrialisation dont on parle? Mais je pense que c'est une vraie question. Et moi, je n'ai pas tous les éléments forcément de réponse, mais je pense qu'une partie de la résilience aussi peut venir d'une autre manière de gérer la nature en fait aussi, et de notre rapport à la nature, et de comment d'avoir des écosystèmes résistants en fait, et soignés et réparés, qui vont nous aider à affronter certains chocs du futur. Donc je pense qu'il faut relativiser ce logiciel techno-solutionniste et venir aussi avec d'autres solutions. Et on voit le combat qu'il y a pour le moment au niveau de la Commission européenne et du Parlement autour de cette fameuse loi de restauration de la nature dont vous avez peut-être entendu parler dans les médias, qui est une proposition de la Commission européenne qui vise à restaurer, réparer 30% des écosystèmes européens, et qui subit une levée de bouclier de la droite, et qui est dans une... Enfin, c'est un texte évidemment qui va dans le bon sens, il n'est peut-être pas suffisant, mais évidemment que ça va dans le bon sens, et ça bloque très très fort. Et je pense que la souveraineté et la résilience, elle viendra aussi de là. Mais j'ai pas... c'est pas simple. Je reconnais en tout cas que c'est pas simple. Et que ça va à l'inverse de ce mouvement de commerce international qu'on a vu, même si en fait il n'est pas terminé non plus, parce qu'il y a besoin d'accords avec d'autres pays pour justement les matières premières, etc. Donc comment on va négocier ces relations avec les autres pays, et notamment avec des pays producteurs du Sud global, avec lesquels il y a des accords très inégaux et qui continuent de subir notre position hégémonique, avec une transition écologique qui est très fort eurocentrée, et qui délaisse complètement une partie du monde qui continue d'être notre pourvoyeur de ressources naturelles. Donc je trouve que ça pose beaucoup de questions aussi en termes d'équilibre des relations entre les pays. Bonsoir. J'habite Plombières, et Emmanuel qui est là à côté de moi habite Plombières aussi. Et Plombières est directement concerné, les domineurs connaissent bien Plombières. On est bien d'accord. Donc l'histoire de Plombières, c'est la suivante. On extrayait avant du plomb, du zinc, et il faut revenir il y a quelques dizaines d'années d'ici, les mines ont été fermées puisque techniquement on ne savait plus aller chercher pour des raisons d'extraction, parce que l'eau envahissait les galeries, on a dû fermer les mines, tout simplement, on ne savait pas rechercher. Aujourd'hui on est dans une situation différente puisque quelque part, le professeur Pirard, dont vous avez cité le nom tantôt, dit puisqu'il y avait du plomb, puisqu'il y avait du zinc, il y a aujourd'hui, à côté de ces métaux-là, des métaux qui nous intéressent pour faire ce qu'on disait tantôt, les fameux GSM et d'autres produits technologiques. Donc, il y a un intérêt à aller rouvrir ces mines. Et ce sujet, aujourd'hui, est sur la table. Donc, il y a toute une politique qui se crée autour de ça. La commune de Plombières dit non, nous voulons garder notre site minier aujourd'hui, qui est un magnifique parc touristique, on peut voyager, et il reste des vestiges très peu, à part 2 puits, qui permettent de voir qu'il y a encore eu des extractions dans le site minier. Donc on est descendu jusqu'à 100 mètres. Aujourd'hui, on pourrait extraire, effectivement, je vais exagérer, mais on pourrait presque partir de Verviers pour aller extraire à Plombières. On pourrait faire ça. On va en sous-sol, on est vraiment on nous vend des procédés qui sont propres, comme on l'a dit tantôt, alors que vous avez tout à fait raison, ils ne sont pas aussi propres que ça, pour retirer des petites quantités de matière finalement. Donc il y a aussi le phénomène NIMBY. Pourquoi pas chez nous alors qu'on va ailleurs en chercher? Donc il y a toute cette politique qui est là aussi. Et aujourd'hui, il y a le décret sous-sol, et je pense qu'on pourra en parler devant, je pense que vous êtes mieux outillés que moi pour en parler, le décret sous-sol qui est en 2e, 3e lecture, qui est effectivement aussi une épine dans le pied qui nous empêche effectivement de bien pouvoir sortir de ce phénomène-là. Alors, l'apparente, c'est quoi? Aujourd'hui, un petit peu pour Plombières,
ben, il y a le télescope Einstein qui pourrait être installé soit chez nous, soit en Sardaigne. Et quelque part, ben, il y a cette philosophie. Et la ministre ben, ne se prononce ni pour l'un ni pour l'autre. La ministre Tellier qui est là, ben, reste un peu dans les barricades en disant attention, on va attendre un petit peu ce qui va se passer. Mais elle ne bloque aucun des deux projets. Alors que pour le télescope Einstein par exemple, ben, la Hollande a débloqué par exemple plusieurs centaines de millions pour pouvoir effectivement faire avancer le projet. Mais la Belgique reste en retrait par rapport à ça parce qu'elle ne sait pas sur quel pied danser. Donc quelque part, Plombières qui est très concerné, et pour ceux qui ne connaissent pas, c'est à 10 km à vol d'oiseau d'ici. Hein. Donc on n'est pas très très loin. Donc il faut savoir que nous sommes très concernés par ça et c'est vrai qu'on ne va pas ouvrir la mine demain, il en faudra peut-être 5 ans ou 10 ans, nous sommes bien d'accord, mais il y a en tout cas des propositions de forage, et le professeur Pirard, qui est mandaté pour faire le tour de la Belgique, entre autres, pour trouver des endroits où on pourrait faire des forages, parce que ça ne concerne pas qu'ici, mais ça concerne la Belgique entière, il est mandaté pour ça, et il fait son travail, et il est là derrière en train de chercher des endroits où on pourrait. Donc je veux dire là derrière que, attention, ce n'est pas si loin que ça, et ça peut nous concerner ici de façon très très proche. Bonsoir. Je voudrais d'abord remercier les deux intervenants et la complémentarité de leurs réponses, et du coup les organisateurs de la soirée qui ont pu faire cette association-là. Je rejoins par rapport aux deux dernières interventions. Je trouve que effectivement, c'est juste une question. J'ai bien aimé les derniers points que tu as mis là, parce qu'ils résonnent à propos du dernier livre de Serge Latouche que j'ai lu, et qui est un de ces derniers qui est pédagogie et décroissance. Donc s'il n'y a pas une éducation, il ne peut pas y avoir décroissance. Donc on aura beau dire, venir faire des conférences, etc., si les gens, on ne modifie pas leur imaginaire, comme ça vient d'être dit, il n'y a pas de possibilité de décroissance. On est dans un imaginaire de croissance, d'achat, de biens, et que le bien-être passe par la consommation. C'est le parti un des combats des décroissances, c'est de dire la consommation, justement, nous détruit, nous atomise, etc. Donc, par rapport aux 4 derniers points qui sont là, renouveau démocratique, les communs, je pense que c'est essentiel. Donc, comment est-ce qu'on peut enseigner ça? Comment est-ce qu'on peut bâtir des lieux? Comment est-ce qu'on peut modifier le pouvoir des mots? Parce que le pouvoir des mots, il commence à la maternelle. Et on a un enseignement qui est complètement formaté pour devenir des bons consommateurs, producteurs, industriels, etc. et rester dans le schéma. Donc voilà, ça c'est ma question. Comment est-ce que tu ferais en tant que ministre de l'enseignement pour changer l'imaginaire? Voilà. Une dernière réaction chacune. Alors, la future ministre. Alors, j'ai pas un plan tout fait en tête encore, mais je pense que de fait, il faudrait beaucoup changer les choses dans les petites idées que j'aurais, mais qui sont pas tellement novatrices sans doute. Mais je pense que très tôt, il faut parler de ces enjeux-là et il faut, en fonction et de façon adaptée à chaque âge, quoi. Je pense que très tôt, il faut aller se promener dans la nature, il faut observer tout ce qu'il y a, essayer de comprendre, etc. Et justement, tous ces services que la nature nous rend, etc. Et donc de faire le lien entre les différentes choses sur base de l'expérience concrète, mais c'est pas... Voilà, il y a l'école du dehors et ces choses-là, mais j'ai pas étudié ça de près non plus. Je pense aussi qu'il y a un énorme enjeu sur les compétences, je veux dire, détrôner un peu cours de français, de mathématiques, etc. Cette hiérarchie un peu qui a été créée dans les différents cours pour arriver à une revalorisation aussi des savoirs manuels, des savoirs techniques dont on aura vraiment besoin demain de se réapproprier, en fait, d'être capable de réparer nos objets, nos trucs, d'avoir tous un peu, donc qu'il n'y ait pas cette discrimination envers certains savoirs, certains métiers aussi qui sont fondamentaux pour demain. Donc de fait, il faudrait arriver dans une perspective, une école beaucoup moins utilitariste, qui forme moins à l'employabilité future, mais qui remet plutôt au sens son projet d'émancipation, de construction de l'esprit critique aussi, et d'éducation aux médias,
parce que je pense qu'aujourd'hui il y a un rôle dans la société d'Internet et de flux d'informations qui a été tellement vite et qui finalement conforte un peu chaque personne dans ses certitudes. On a perdu en fait éducation aux médias, très important, et donc au dialogue et à l'écoute du point de vue de chacun, et réussir à faire à vraiment s'écouter et dialoguer les uns avec les autres. Donc le vrai sens du débat, du dialogue, ce savoir vivre ensemble en fait devrait être vraiment primordial, et la critique de tout ce qui est deepfake et toutes les informations qui vont encore s'accroître avec le développement de l'intelligence artificielle, etc. Donc pouvoir distinguer le faux du vrai et ne plus être dans une société, on peut reconnaître que oui, en fait, le rapport du GIEC, en fait, c'est incontestable. Je veux dire, après, il est lissé, policé, tout ce qu'on veut, mais c'est incontestable. Et aujourd'hui, il y a encore de plus en plus, en fait, cette place pour des fausses informations, comme on a un peu entendu ce soir. Ça fait un peu, ce serait ce genre de choses, mais il y a encore matière. Juste avant, est-ce que je veux m'assurer qu'il n'y ait pas d'autres questions? Est-ce qu'il y a une autre question dans la salle? Non, même pas. Mais je voudrais répondre à monsieur Plombière. Mais... Oui, c'est une petite question pour Géraldine et tout le monde en fait. Je voulais savoir si tu avais déjà pensé le scénario de on élimine les énergies renouvelables, parce que, comme tu l'as très bien dit, plus on extrait de plus en plus loin et de plus en plus profond, et donc c'est de plus en plus énergivore, et donc finalement tous les hydrocarbures vont être de plus en plus chers, et donc de moins en moins accessibles. Et donc si on est-ce que, parce que M. Pirard en 2012 expliquait clairement qu'on arrive au pic pétrolier. Le pic pétrolier, c'est pas qu'il n'y en a plus, c'est qu'il y a de plus en plus, c'est la fin du pétrole low cost. Et il expliquait clairement que pour maintenir l'économie, la croissance économique, il fallait substituer ces énergies hydrocarburées qui deviennent beaucoup trop chères par quelque chose d'autre, de moins cher. Et donc, il y a dans la volonté de passer des hydrocarbures aux terres rares, aux métaux, il n'y avait absolument pas une volonté écologique, c'était purement économique. Et du coup, je me demandais si on oubliait le scénario... c'est une réflexion, c'est une interrogation, j'ai aucune certitude. Si on oubliait ce scénario énergie renouvelable, est-ce que finalement il n'y aurait pas une décroissance de l'économie qui se ferait de manière naturelle, parce que les hydrocarbures étant de plus en plus chers, on va y avoir de moins en moins autour. Moi j'ai deux éléments. La première, c'est vraiment une question par rapport au code minier. J'ai peut-être loupé des interventions qui auraient peut-être répondu à ma question, mais on a un code minier qui est désuet, qui est très ancien, et donc l'idée ici est de le réformer. Pourquoi vouloir couper cette réforme? Je serais vraiment intéressé d'avoir un peu l'avis sur ce plan-là, parce que si je ne m'abuse, si on ne change pas ce code, avec les volontés d'exploration des sous-sols, je me pose la question, est-ce qu'il n'y a pas une ouverture totale à cette exploration et exploitation peut-être par la suite? Ça, c'est la première chose, donc sur le code minier. Et alors la deuxième chose, c'est au niveau du politique. J'ai entendu, il faut qu'on soit derrière le dos de politique. Moi, je pense qu'il faut être à côté de ceux qui changent les choses. Et c'est très compliqué pour les politiques qui changent les choses. C'est-à-dire, on a tendance à toujours dire les écologistes, les politiques, les chics, les tchacs. Il faut savoir que, voilà, comme ici on a vécu, on est en démocratie, il y a des avis différents. Au sein même des écologistes, il y a des avis différents. C'est très difficile. Au sein même d'une coalition politique, il y a des avis différents. Et l'idée de faire pencher la tendance d'un côté, vous l'avez dit, si les écologistes ne sont pas là prochainement par rapport au code minier, là, on risque d'avoir une catastrophe. Donc moi je pense, ça a aussi un appel, c'est de dire, en fait, au niveau politique, les écologistes, c'est très compliqué. C'est très compliqué. Et donc, on l'a dit aussi tout à l'heure, il y a des mobilisations énormes qui se font dans la rue, etc. Mais quelle est la mobilisation concrète en politique? C'est-à-dire que les choses peuvent changer de l'extérieur. Limite, on a tendance, surtout dans la jeunesse, à dire on ne peut plus rien attendre du politique, et donc le changement ne va pas se faire par le politique, il va se faire
par la société civile, par les associations, par la pression, etc. N'empêche que si on n'a pas des alliés dedans, ça ne marchera jamais. Et donc ça, je trouve que c'est important aussi d'avoir un appel de complexification, de ne pas simplifier la réalité du politique, des écologistes en politique, qui est complexe, qui souffre en fait d'un mouvement, d'un fossé entre les citoyens et les partis, et d'une complexité sans nom. Et donc ça, je pense qu'il faut en parler aussi, et d'essayer de s'engager aussi dans ce domaine-là. Tout le monde ne doit pas le faire, mais il en faut et on en a besoin, quoi. Merci beaucoup. Il n'y aura pas de frustrés, ils peuvent conclure. Ben donc un dernier petit mot. Merci pour l'intervention. Je vous rejoins en tout cas sur ce que vous avez dit et c'est ce que je peux observer aussi. Alors, sur la fin des... si on n'avait pas un monde sans renouvelables, qu'est-ce que ça... tu dis? Ouais, un scénario un peu dystopique. C'est difficile, ça mériterait de s'arrêter un peu plus sur la question, parce que, bon, l'idée n'est pas non plus d'arrêter de tout produire. Je crois qu'il y a plein de choses à faire pour améliorer la situation actuelle. Il y a moyen quand même d'économiser tellement d'énergie et de gaspiller tellement moins que ce qu'on fait aujourd'hui, et de rentrer dans un cadre qui serait compatible avec un avenir soutenable. Je pense que les éoliennes, les panneaux solaires, il y a certainement moyen quand même d'aller plus dans une démarche d'économie circulaire. Il y a moyen d'éco-concevoir tellement mieux en fait ce qu'on produit, et que le circuit de la conception et du design soit beaucoup plus connecté au circuit, aux acteurs du recyclage en fait, etc. Je crois qu'il y a quand même des champs qu'il y a moyen d'explorer et qui sont peut-être pas ceux qui sont priorisés dans l'ordre des politiques, quoi. Donc, mais se projeter. Donc, moi, en tout cas, si l'idée derrière c'était de dire est-ce qu'on pourrait arrêter. Enfin, c'est difficile d'imaginer un monde sans énergie, quoi, parce que l'énergie, on en a besoin pour se nourrir, pour se chauffer. Dans tous les cas, en tout cas, je pense. Enfin, moi, j'imagine. Ouais. C'est pas un monde sans énergie, c'est sans le substitut. Parce que moi, j'ai l'impression que voilà, il y a la croissance et que si on continue et qu'on met pas un truc pour un substitut, la courbe elle va chuter automatiquement à cause du coût des hydrocarbures. Voilà, ça va être une décroissance forcée et là on essaye d'éviter cette décroissance. La décroissance et la récession, c'est pas la même chose. Oui, il y a la décroissance choisie et la non-entrevente. Moi, je crois qu'il y a moyen de faire beaucoup moins, mieux, et de rentrer dans un cadre compatible, quoi. En faisant des choix, de préférence en se reconcertant avec des processus qui intègrent davantage les citoyens à la réflexion et qui reconnectent un peu citoyens et politiques, à travers des conventions, des choses, etc., où il y a tellement de mesures qui sont possibles pour faire mieux, et on en est loin, et il y a des choses à portée de main. Et de se reconcentrer, quand on voit justement, je disais, l'importance véhicule électrique versus importance énergie renouvelable. Enfin, on accorde tellement de place aux véhicules électriques dans les investissements, etc., dans les matières premières qui sont dédiées, pour préserver une industrie, en fait, sous couvert d'arguments de l'emploi et tout ça, alors qu'il y a, c'est tout un autre sujet aussi, de voir comment on veut opérer, en fait, cette transformation écologique des emplois. Moi, je me suis un peu penchée sur la question aussi, pour faire ça correctement et permettre aux gens de se reconvertir, donc ce faux argument de perte d'emploi. Mais donc, je pense que c'est une question de priorisation aussi, et cette priorisation, idéalement, elle devrait être faite avec le plus de gens possible, représentants de la société dans son entièreté autour de la table, quoi. Mais on peut prolonger. Et ben, du coup, c'est à moi la grande responsabilité de clôturer, donc je vais prendre les deux interventions par ordre décroissant. Je vais commencer par le jeune homme ici. J'adhère complètement à la deuxième réflexion sur le fait de ne pas être derrière, mais à côté. Et c'est vrai que la formule était peut-être pas correcte, quand j'ai dit piquer dans le dos du politique. Ouais. Et c'est vrai que merci pour cette intervention, et ça me donne même une idée peut-être d'un emploi futur. Je vais postuler comme conseiller chez Madame Tellier, ça peut être sympa. Mais la réflexion est très juste, hein. C'est très juste. Deuxième réflexion sur le pourquoi finalement ralentir le process du nouveau code minier. La raison principale, elle est que l'industrie minière a besoin de se reverdir et donc a besoin
de créer ce qu'elle appelle, donc c'est dans leur texte, ils parlent de social acceptance, acceptabilité sociale. Donc ils ont besoin de se donner une bonne image. Et donc ça, Madame Tellier nous disait que c'était un pari très risqué de voir les choses comme ça, mais c'est un pari, voilà. Qui serait que le vieux code obsolète, applicable légalement, serait inapplicable dans les faits, parce qu'il y aurait une levée de bouclier telle que personne n'acceptera jamais dans la société civile, ni dans les partis de l'opposition, ou qui que ce soit, que des mines réouvrent dans des conditions du 19e siècle, du début du 20e. Et donc c'est un pari dans le sens où, ça voudrait dire, tant qu'on a le vieux code minier, on parie qu'il n'y aura jamais de mine, parce que c'est inapplicable. Mais s'ils le font vraiment, légalement, ils auraient des outils juridiques peut-être pour le faire. Mais la réflexion sur pourquoi nous on prend position pour, entre guillemets, mettre des bâtons dans les roues de la rédaction actuelle, en tout cas ouvrir à plus de démocratisation, et donc ralentir, malgré l'échéance électorale, c'est la nécessité qu'a l'industrie minière de créer de l'acceptabilité sociale qui passera par un renouveau du code minier, des codes miniers. Et il faut savoir que les codes miniers, en fait, ils sont... Ce qui est pris en exemple, c'est les grands pays miniers, donc Brésil, Canada, États-Unis, etc., qui ont des législations, Afrique du Sud aussi, qui ont des législations, qui sont prises en exemple et qui sont souvent, pas copier-coller, mais qui sont écrites tout à l'avantage des miniers, parce que c'est des pays historiquement miniers. Alors ici, c'est vrai que la différence, c'est que le cabinet Tellier met plus de balises, mais qui pour nous satisfont beaucoup. C'est pour ça qu'on l'a rencontré, c'est pour ça qu'on a rendu une critique qu'on espère pourra être prise en compte, et on espère les rencontrer à nouveau d'ici la rentrée parlementaire, enfin les vacances parlementaires. Donc, ce que je répondrai principalement, c'est parce que l'industrie minière a besoin d'un nouveau code minier. Et donc, dès que le code minier sera arrivé, ça va laisser penser à la société civile que maintenant les choses vont bien se passer parce qu'on a cadré le truc. Mais dans les faits, et les rapports de Systext, l'association Systext, avec Aurore Stéphane, vous connaissez peut-être, spoil, on va bientôt pouvoir l'inviter, mais je ne vous dis pas plus, c'est que dans les faits, l'industrie minière est impossible à cadrer, parce qu'elle est trop puissante. Donc il y a beau avoir un cadre législatif, elle fait quand même ce qu'elle veut. Donc c'est pour ça qu'on n'est pas naïf sur cette question. Et monsieur, je vais terminer sur la situation de Plombières. Ce que je voulais dire, c'était que je suis convaincu que monsieur Pirard serait très compétent pour ouvrir des mines les plus respectueuses possibles et dans les standards les plus élevés en Europe, et je suis sûr qu'il ferait ça très bien, mais pour nous la question n'est pas là. La question, elle est sur la question de la gouvernance, de la prise de décision et de l'écoute et de la prise en considération de ce que veut la société civile, qui est complètement exclue de cette question. Pour nous, donc le poids est double. Là, pour nous, c'est évidemment l'enjeu de respect de la nature écologiste. On sait les mines comme c'est une horreur, donc on sait que ce sera une horreur sur les nappes d'eau, sur les réserves d'eau, il y aura des fuites, c'est incontrôlable, les réseaux d'eau sont incontrôlables. Quelque ingénieur que ce soit, aussi compétent qu'il soit, il ne pourra pas contrôler les réseaux d'eau souterrains, c'est impossible. Et s'ils vous le disent, ils vous mentent. Et donc, la question écologique prioritairement, et en secondaire, mais très importante aussi, la question de la prise de décision sur des enjeux stratégiques, dont, je le rappelle, monsieur ici qui a posé la question, sont dans les tuyaux des décideurs depuis 15 ans, et nous, on n'obsède pas. Donc là, il y a un vrai problème démocratique. Donc c'est pour ça qu'on pose cette double question écologique et démocratique. Voilà, je terminerai là-dessus, et en vous remerciant beaucoup pour votre présence et votre participation. Merci. Je vais terminer en remerciant le dernier slide qui fait du bien au cœur. Et aussi vous remercier tous les organisateurs parce que nous ne sous-estimons pas le bonheur qu'on a d'être ensemble, de se parler de manière ouverte, tolérante et démocratique. Bon, j'ai bien appris que le pôle Nord n'était plus au Nord, je suis ravi. Pourquoi une fois les soirées sont toujours été. Merci beaucoup à vous deux. Et si vous voulez dire un petit mot. Ben oui, au nom de l'antenne Utopia, je remercie vraiment d'abord nos deux intervenants, Géraldine Duquesne et Olivier, qui sont venus nous éclairer sur un sujet vraiment peu connu et qui a vraiment le mérite de n'avoir intéressé quand même déjà pas mal de monde ici, c'est déjà très bien. Et alors je me dis, n'hésitez pas à nous donner des idées pour des prochains débats, des prochains sujets à aborder. Moi je pense toujours à la sobriété énergétique, la sobriété numérique. C'est vraiment un thème que j'aimerais vraiment bien aborder. Ce serait vraiment très intéressant parce que je crois que c'est vraiment la décroissance, la sobriété,
changer nos modes de vie, changer notre vision de ce que c'est bien vivre. Je crois que c'est tout un programme, mais n'hésitez pas à venir nous suggérer de quoi nous pourrions parler une prochaine fois. Voilà. Merci beaucoup à tout le monde. Merci.